Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et mercredi soir sur France 3, Franck Ferrand va encore mettre en doute une vérité officielle. Bonjour Franck. Bonjour Julia, bonjour à tous. Que voulez-vous, on ne se refait pas. L'ombre d'un doute de ce mercredi rouvrira en effet le dossier du massacre du tsar Nicolas II et de sa famille en juillet 1918 à la maison Ipatiev de Yekaterinbourg, avec à la clé des révélations qui, on peut l'imaginer, devraient susciter quelques réactions, mais je commence à être habitué, vous savez. Je connais bien, oui. Alors, en attendant, nous revenons 80 ans après sur ce mois de janvier 1933 qui a vu Adolf Hitler prendre le pouvoir en Allemagne de manière tout à fait légale, il faut le rappeler. Oui, en effet, c'est le 30 janvier à 11h qu'Adolf Hitler a prêté serment en tant que chancelier d'un gouvernement parfaitement légal et qui, à ce moment-là, ne comptait encore d'ailleurs que 2 nazis. Ça va pas durer longtemps. Or, dès ce jour, Goebbels pouvait déclarer « Nous sommes arrivés au but, la révolution allemande commence ». De quelle façon cette prise de pouvoir s'est-elle produite et sur quoi devait-elle déboucher? C'est ce que nous allons voir maintenant en compagnie du biographe français de Hitler, François Delplat. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Des tentations les plus naturelles quand on fait de l'histoire, c'est d'imaginer que tout ce qui est arrivé dans le passé était plus ou moins inéluctable et que par exemple la prise de pouvoir par Hitler a été la conséquence en quelque sorte inévitable de la situation de l'époque et en particulier de la crise économique terrible que connaissait alors l'Allemagne. En vérité, cette prise de pouvoir aurait pu être évitée. Il y avait dans l'Allemagne tout à fait démocratique de la République de Weimar, mais aussi hors d'Allemagne, des forces qui auraient pu freiner l'ascension de Hitler et stopper l'accès de ses adeptes au levier de commande de l'État. Pourquoi ces forces n'ont-elles pas joué leur rôle? Comment s'y sont pris les nazis pour remporter une victoire légale, rapide, bientôt totale? C'est ce que nous allons essayer de comprendre en ce début d'après-midi. Mais avant de nous replonger dans les événements de Berlin, il y a 80 ans, il n'est pas inutile peut-être de rappeler que moins d'un mois avant la prise de pouvoir d'Hitler, donc encore au nouvel an 1933, le parti nazi était en perte de vitesse, assez sévère, on va le voir. Il n'est pas inutile de rappeler que ses responsables n'étaient pas d'accord entre eux sur la stratégie à suivre, alliance avec les conservateurs classiques ou rupture insurrectionnelle avec les institutions. Au siège du parti à cette époque, on recevait de plus en plus de cartes d'adhésion renvoyées par des militants déçus, et l'un des grands quotidiens allemands de l'époque, le Berliner Tagesblatt, écrivait dans son éditorial du 1er janvier « Quand on voudra parler de Hitler à ses petits-enfants, on n'arrivera même plus à se souvenir de son nom. » Voilà ce qu'on pensait d'Hitler au tournant de l'année 1933. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé aussi vite? Comment la situation s'est-elle retournée? Comment l'Allemagne, en quelques semaines, a-t-elle pu porter au pouvoir le sulfureux Adolf, si mal considéré par ailleurs dans la plupart des milieux de l'époque? Pour le comprendre, je vous propose de refaire le chemin que parcourt François Delplat dans son dernier ouvrage « Hitler, 30 janvier 1933, la véritable histoire ». Lui reprend la situation en 1929, ce qui est d'ailleurs passionnant. On est au moment donc où la crise fait des ravages en Allemagne et où le nazisme commence à prendre vraiment racine. Je vais lui proposer de remonter encore plus loin, si vous le voulez bien, afin de rappeler à tous les tenants et les aboutissants de cette irrésistible attention. Nous allons revenir assez vite sur les origines de Hitler et sur les grandes étapes de sa carrière politique avant de nous attarder sur ce qui s'est passé en 31, 32, 33, alors qu'en France, pour vous donner des repères, le Parlement venait d'élire le président Lebrun en remplacement du président Doumer, assassiné, alors qu'on se lamentait sur la conférence de Lausanne et sur la fin des réparations allemandes, que l'on applaudissait groc au palace et qu'on venait de créer le premier championnat de football professionnel. Voilà l'ambiance dans la France de cette époque. Tout à l'heure, dans le récit, je reviendrai aussi sur un passionnant témoignage, celui de Vladimir d'Ormesson, l'oncle de Jean, à propos de l'impuissance des démocraties occidentales et notamment de la France à contrer l'ascension de celui que ses artisans dès le début ses partisans dès le début des années 20 appelleront le Führer, c'est-à-dire le guide, le leader.
Tout de suite, je vous propose de nous replonger dans cette Allemagne aussi regrettée aujourd'hui qu'elle a pu être oubliée naguère, cette Allemagne de la République. Dietrich, extrait de la BO de l'Ange bleu, bien évidemment. Et on oui. retrouve Franck avec votre invité. Alors on est justement dans ces années dangereuses en quelque sorte, au moment de l'Ange bleu. Là, les choses sont en train de bouillonner en Allemagne. Il faut que nous revenions, François Delplat. Merci d'être ici. Bonjour. Je vous en prie, bonjour. Il faut que nous revenions sur les origines d'Hitler. Alors je pense que le personnage est extrêmement connu. On n'a peut-être pas besoin de s'attarder énormément, mais il faut quand même rappeler d'où il vient, ce Hitler. C'est un personnage tout à fait hors norme, évidemment, et qui n'aurait pas dû faire la carrière politique qu'il a faite. C'est le moins qu'on puisse dire. Il vient d'Autriche, d'une famille tout à fait populaire en Autriche. Il a arrêté ses études secondaires à un niveau qui correspond chez nous à la 3e. Et il n'a pas fait grand-chose de ses 10 doigts jusqu'à l'âge de 25 ans où il est parti volontaire dans la Première Guerre mondiale, dans l'armée bavaroise. Moment décisif de sa vie, ça. Voilà, mais le moment quand même le plus décisif, c'est en 1918, en novembre 1918, où après une guerre correcte, honnête, courageuse comme il faut, sans héroïsme, il ne supporte pas la défaite et là, dans une crise qui se passe dans un hôpital d'ailleurs qu'on pensait bêtement militaire, mais qui était en fait une clinique psychiatrique. C'est très important. Il est traité par un psychiatre dont on connaît le nom, le docteur Forster. Et là, il se passe quelque chose. Il sort de cet hôpital avec une révélation, une mission. On ne connaît pas les détails, on ne sait pas très bien comment ça a pu se passer, mais il se croit missionné pour œuvrer au salut de l'Allemagne, peut-être pas pour la diriger dans une guerre de revanche directement, mais au moins pour la prêcher. Il devient un prédicateur, comme un prophète religieux, et avec ce leitmotiv, cette ligne de conduite, que les Juifs sont responsables de la défaite et du malheur de l'Allemagne, et qu'il y a une urgence planétaire. Ils sont sur le point de dominer l'espèce humaine. Alors comme ce sont des parasites... Puisque vous parlez de cet antisémitisme viscéral de Hitler dès ses premières prises de position politique, il faut peut-être revenir sur cette énigme qui n'en est peut-être pas une, sur ses propres origines. Est-ce qu'il avait lui-même du sang juif ? Est-ce qu'on peut dire cela ? C'est très improbable. Il avait simplement l'un de ses 3 grands-parents qui était inconnu. Sa grand-mère était mère célibataire. Et donc on peut faire toutes sortes de spéculations, sauf que ça se passait dans un milieu rural très isolé des confins austro-tchèques où on n'avait probablement peut-être jamais vu un juif. Oui, c'est plutôt ça. Alors il avait d'ailleurs, lui, il avait l'impression d'avoir été la victime d'un certain milieu culturel autrichien qui lui avait fermé les portes du monde de l'art, en fait. Parce qu'au départ, c'est quand même un artiste raté, certes, mais il avait peut-être ces griefs envers un certain nombre de galeristes juifs, par exemple. Eh bien, justement pas. Ça a été étudié précisément par Brigitte Hamann, qui est une historienne très méticuleuse et qui a découvert tout simplement que parmi les professeurs de l'école des beaux-arts qu'il avait recalés par 2 fois au concours d'entrée en 1907 et 1908, il y avait 0 juif. Donc ça n'est même pas ça. Non. Ça ne vient même pas de là. Alors, il va rédiger cet ouvrage qui s'appelle Mein Kampf, qui va être en quelque sorte le bréviaire de tout le parti nazi par la suite. Venons peut-être à cette espèce d'écrit qui va servir de socle à son avenir politique. Oui, c'est le développement de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire le double fantasme qu'on peut appeler psychotique, qui vraiment ressemble sur le plan psychologique à ce qu'on appelle une psychose, donc qui s'est déclenchée à la fin de 1918 dans les affres de la défaite. Et donc la psychose, eh bien, elle est faite d'illusions, et Hitler a ces 2 illusions principales qui sont d'avoir une mission concernant le salut de l'Allemagne et d'autre part de devoir faire prendre à la race aryenne, dont les Allemands sont le fleuron, une revanche immédiate sur les Juifs qui sinon vont dominer le monde
Ils sont bien partis pour ça en 1918, et comme c'est des parasites, ça signifie que l'humanité va tout simplement crever. Voilà, c'est son point de vue. Et alors, est-ce qu'on peut parler de folie, de dérangement mental? Vous avez employé le terme psychotique tout à l'heure. Hitler, selon vous, n'est pas sain d'esprit? Oui, c'est une idée relativement neuve que j'invite les spécialistes de psychiatrie et de psychanalyse à creuser autant qu'il est possible à distance avec les éléments que nous avons, et nous en avons quand même pas mal sur le plan biographique, sur le plan de ses écrits de jeunesse, etc. et de Mein Kampf lui-même, qui est quand même quelque chose à voir sous cet angle. Il y a donc une structure psychotique qui est donc formée dans l'enfance, comme toutes les structures psychotiques, dans la toute petite enfance, et puis qui, un jour, se déclenche. Les psychotiques sont parmi nous, nous ne les identifions pas forcément, eux-mêmes ne s'identifient pas forcément, ils peuvent mourir sans avoir déclenché leur psychose, et lui la déclenche en 1918. Oui. Et alors cette psychose, elle s'appuie donc sur cet antisémitisme viscéral et sur l'idée, sur l'illusion d'être un élu, en quelque sorte. Il est celui par qui cet antisémitisme va advenir. Voilà, alors au début peut-être il se voit simplement comme un prophète qui va sonner les cloches à l'Allemagne pour lui dire de ne pas s'endormir, et peut-être y laisser la vie, et en 1923, quand il a manqué son putsch et qu'il part quand même dans Munich à la tête d'une manifestation, il se sacrifie. C'est le grain qui pense qu'il doit mourir pour que la moisson, un jour, puisse lever. Et il y a quelque chose comme ça aussi dans son suicide en 1945. Son engagement politique, c'est donc après la Première Guerre mondiale, on est en 1919. Il va très vite prendre la tête du parti auquel il adhère. Ça, il faut expliquer ça. C'est un tout petit groupe qui s'appelle le Parti des travailleurs allemands. Il y adhère en septembre 1919. Il en devient très vite l'orateur vedette. Parmi ses qualités incontestables, il y a l'art oratoire politique. Oui, il entraîne les foules qui l'écoutent. Enfin, au début, c'est pas des foules, ce sont des groupes. Et puis peu à peu, ce seront des foules. Voilà, donc ce talent oratoire lui permet de prendre relativement rapidement le contrôle de ce petit parti, et surtout de le faire croître. C'est à son instigation qu'on rajoute au nom Parti des travailleurs allemands l'adjectif national-socialiste au début de 1920. Et il en prend la direction absolue et jusqu'à la fin en juillet 1921. Et alors à partir de là, comme vous dites, jusqu'à la fin, ce parti ne va faire que croître et se développer. Ça va être une sorte... Est-ce qu'il y a eu une ascension régulière de ce parti national-socialiste, ou est-ce qu'il y a eu des moments de croissance et de décroissance? Est-ce que ça a été chaotique ou au contraire parfaitement linéaire? Relativement chaotique, puisqu'il y a ce putsch manqué au terme duquel Hitler fait une année de prison, pendant laquelle d'ailleurs il refuse de continuer à être le Führer de son parti. Mais c'est là qu'il va rédiger son texte, donc voilà, c'est très important. Le tome 1 de Mein Kampf à ce moment-là. Et donc son parti est vraiment en lambeaux, en marmelade, quand il sort de prison à Noël 1924, et il organise un grand meeting, toujours l'art oratoire, un grand meeting à Munich, en février 1925, qui est la refondation du parti. À ce moment-là, il va y avoir un développement tout à fait rapide du parti sur le plan numérique, et puis également sur le plan géographique. Oui. Il va s'implanter dans toute l'Allemagne, alors que jusque-là, il était uniquement en Bavière. Bavarois, oui. Et à ce moment-là, Hitler décrète qu'on n'essayera plus de faire un putsch et qu'on va utiliser les élections, donc la voie légale vers le pouvoir. Alors nous y voilà, c'est justement cette voie légale que nous allons explorer maintenant jusqu'à sa prise de pouvoir en janvier 1933. L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Un extrait de la BO du film de Luchino Visconti de 69 sur la montée du nazisme en 1933. On est exactement dans cette atmosphère-là dans le film de Visconti. Alors, nous étions dans les débuts légaux du parti de Hitler, c'est-à-dire qu'il choisit, après ce putsch manqué sur lequel on ne s'est pas attardé, de 1923, bien après en l'occurrence, après le milieu des années 20,
il décide d'emprunter la voie légale en quelque sorte. Or, aux élections de 1928, le parti ne fait que très peu de voix, 2,6%. Oui, et là il y a une explication très intéressante et qui, je crois, n'a jamais été donnée. C'est que pendant 10 ans, Hitler a eu comme ambition de, je cite, disputer la classe ouvrière au marxisme. C'est-à-dire qu'il attaque frontalement les partis socialistes et communistes, qui sont tous les deux dirigés par des juifs. C'est lui qui le dit, bien sûr. Et donc, comme les ouvriers sont nombreux dans cette Allemagne très industrielle, eh bien, pour fonder un mouvement politique qui va emmener l'Allemagne vers une guerre de revanche, eh bien, il faut gagner la classe ouvrière. Et donc, vous avez une dizaine d'années comme ça où Hitler se casse les dents sur les syndicats et les partis de gauche qui maintiennent solidement la classe ouvrière, leur influence sur la classe ouvrière, et ce, en pleine période nazie, puisque les dernières élections entre guillemets un peu libres du 5 mars 1933, les partis de gauche maintiennent encore, en gros, leur position. Oui. Donc, et Hitler a compris juste avant les élections de 28, c'est-à-dire à la fin de 1927, il commence à faire des discours, notamment à ses camarades du parti, pour leur dire maintenant, il faut aller vers les boutiquiers, vers les paysans. D'autres populations, voilà. En fait, hein. Voilà, et on va contourner. Donc les petits commerçants, les paysans. Tout à fait. Et donc j'ai un chapitre du livre qui s'appelle « L'encerclement des villes par les campagnes » avec un petit clin d'œil à la révolution chinoise de Mao Tse-tung. Alors cette politique-là, il va la mener activement et elle va être servie par la crise, évidemment. En 1929, octobre 29, c'est le jeudi noir de Wall Street. Cette crise, elle n'arrive en Europe dans ses conséquences funestes qu'avec du retard, à la fin de 1930, au début de 1931, en fait. Hein. Même 31. Oui, hein. oui. Même 31, le krach du Kreditanstalt de Vienne, c'est au printemps 31, et c'est l'équivalent de Lehman Brothers. C'est la catastrophe emblématique, et à partir de laquelle la crise va ravager l'Europe. Et il n'y a pas seulement une crise économique, il y a une forte crise institutionnelle et on peut dire morale en Allemagne, liée à toutes les conséquences du traité de Versailles, évidemment. À partir de 1930, on peut dire qu'une partie importante des Allemands, c'est 18% aux élections de septembre 1830 pour le parti nazi. Oui, c'est le coup de tonnerre. Et le coup de tonnerre, pas seulement en Allemagne, dans le monde entier. Puisque l'Allemagne, on savait qu'elle avait été vaincue et qu'elle avait accepté sa défaite finalement. Et le traité de Versailles, avec le ministre des Affaires étrangères Gustav Stresemann, qui était très lié au ministre français Aristide Briand, c'était l'époque de l'esprit de Genève. Et donc la planète entière se réjouissait en disant on n'aura plus de guerre, c'est formidable, la France et l'Allemagne sont réconciliées. Et la crise, disons, a surtout été un coup de tonnerre dans ce ciel bleu et a fait que finalement on n'était plus sûr de rien et qu'il y a eu un véritable désenchantement qui a, sans doute plus que le chômage, sans doute plus que les problèmes économiques, redonner une carrière à ce nationalisme allemand qui était vraiment en perte de vitesse de 1925 à 1930 environ. Alors le président de la République de Weimar, le maréchal von Hindenburg, est réélu en 1932. Hitler avait fait pas mal de voix là à cette élection-là quand même. Hein. Eh bien, il double carrément son score. C'est ça, parce qu'on était à 18 aux législatives et là, il est à plus de 36. Exactement. Il double son score au deuxième tour contre Hindenburg, qui lui-même n'est élu que par 53%, puisque un troisième candidat avait le droit de se maintenir, contrairement à l'élection présidentielle française aujourd'hui. Et ce candidat communiste s'était maintenu. Alors, il y avait quand même un bon quart de l'électorat communiste qui avait voté Hindenburg pour éviter Hitler, mais le leader communiste avait gardé quand même une dizaine de pourcents, ce qui fait qu'Hindenburg était extrêmement mal élu. En tout cas, Hitler est devenu à ce moment-là une personnalité très connue, non seulement bien sûr en Allemagne, où il est littéralement l'arbitre du débat politique, mais dans toute l'Europe et dans le monde entier. Il devient une figure qui devient familière à la plupart des lecteurs de journaux. On sait qui est Hitler et il va bientôt faire parler de lui d'une façon assez fracassante.
Europe 1. Le récit de Franck Ferrand. Avec un récit qui nous relate maintenant sur Europe 1 la tentative franco-belge pour faire barrage à Hitler. Et oui, c'est un aspect relativement méconnu. Vladimir d'Ormesson était éditorialiste de presse avant d'être le diplomate que l'on sait. Et dans un article passionnant que j'ai retrouvé en préparant cette émission, il raconte comment on a essayé de faire barrage à ce qui était en train de se passer en Allemagne. À la fin de l'année 32, dit-il, la situation de l'Allemagne préoccupait extrêmement l'Europe. On est quand même très conscient de ce qui est en train de se passer de l'autre côté du Rhin, notamment à Paris, bien entendu. On sait que la crise est terrible, elle frappe l'Allemagne de plein fouet. Il ne faut pas oublier, on n'a pas eu le temps de le dire, ça avec François Delplat, mais il ne faut pas oublier que cette économie allemande, elle vivait largement de crédits américains qui avaient été accordés après la Première Guerre mondiale et que ça n'a fait qu'aggraver, bien entendu, la situation de millions d'Allemands. 6 à 7 millions de chômeurs réclament du travail à cette époque. Population active. Exactement. Alors en mars, le maréchal Hindenburg a mis fin au gouvernement Brüning. Il faut dire que le gouvernement Brüning commençait à s'attaquer aux privilèges des grands propriétaires fonciers, notamment de l'Est du pays, et ça ne pouvait pas passer du tout, ça ne plaisait pas du tout à Hindenburg, qui était le protecteur invétéré de ces grands propriétaires. Il va nommer Franz von Papen comme chancelier du Reich. C'est un homme, c'est un centriste, disons-le, mais qui a de bonnes relations avec Hitler. Or, le cabinet des barons, comme on l'a appelé, ce gouvernement de Papen, va essuyer très vite un vote hostile du Reichstag et aussitôt, von Papen décide de dissoudre le Reichstag. Donc, 2 nouvelles élections vont désigner 196 députés nazis. Alors, ça paraît énorme, évidemment, mais il ne faut pas oublier que jusqu'alors, ils avaient 236 députés au Parlement, les nazis. Donc, en fait, c'est plutôt un recul pour eux. Le maréchal von Hindenburg propose de partager le pouvoir en quelque sorte. Hitler ne veut pas en entendre parler. Et finalement, on nomme donc, Hindenburg nomme à la chancellerie le général von Schleicher, qui est en quelque sorte l'homme fort de l'armée, de la Reichswehr, et qui passe pour anti-hitlérien bon teint. À cette époque-là, il y a eu la conférence de Lausanne qui a réglé, si l'on peut dire, le problème des réparations, mais il y a un certain nombre de questions qui se posent encore, la question notamment du corridor de Danzig et surtout la question du réarmement de l'Allemagne, ce qu'on appelle l'égalité des droits, l'Allemagne réclamant les mêmes droits que les autres à disposer d'une armée. Et pour régler tout ça, il y a un homme très important dans cette affaire qui est le roi des Belges, Albert Ier, qui se dit qu'on doit pouvoir organiser une réunion discrète de hautes personnalités allemandes, françaises et belges qui permettrait de préparer ensuite une conférence au sommet. Alors, il y a 2 personnalités belges, messieurs Barbançon et Guth, qui vont donc être les porte-paroles dans cette affaire de leur souverain, du roi des Belges, Albert Ier. Et ils montent une réunion tripartite franco-germano-belge, avec également un luxembourgeois qui va participer. Et parmi les personnalités qui sont choisies pour représenter la France, il y a Jean Parmentier, qui est un ancien expert du plan Devs et du plan Young. Il y a René Duchemin, grand patron des industries chimiques françaises. Et il y a Vladimir d'Ormesson. Ce qui fait que le témoignage que donne Vladimir d'Ormesson sur les réunions de cette commission destinée encore une fois à préparer un sommet entre chefs de gouvernement, le témoignage de Vladimir d'Ormesson est particulièrement passionnant. Le mardi 10 janvier 1933, écrit Vladimir d'Ormesson, je fus convoqué au Quai d'Orsay par M. Pierre Cotte, alors secrétaire d'État aux Affaires étrangères. Au nom de M. Paul Boncourt, président du Conseil et ministre des Affaires étrangères, M. Cotte me mit au courant de l'affaire, dont j'ignorais tout jusque-là, et me demanda de faire partie de la fameuse délégation française pour la paix, donc. J'ai noté le détail de cette conversation dans le journal que je tenais à cette époque. Le vendredi 20 janvier, j'ai également noté que M. Barbançon était venu me voir. Il revenait de Berlin. Il s'était entretenu avec le chancelier von Schleicher. Il avait trouvé ce dernier extrêmement désireux que ses contacts secrets fussent établis et souhaitait que l'entreprise envisagée fût poussée aussi loin que possible. Le jeudi 26 janvier, je déjeunais chez Jean Parmentier, seul avec lui, donc avec le président de la petite délégation
française, nous nous concertâmes sur l'action si délicate qu'il allait falloir mener. Et c'est le dimanche 29 janvier 1933 à 9h du matin que commença la première séance. Elle se tenait dans le bureau personnel de René Duchemin aux établissements Kuhlmann. Un Allemand manquait, M. Bosch, retenu par une forte grippe. Les deux autres Allemands tinrent à nous déclarer qu'ils n'étaient pas seulement investis par le général von Schleicher, chancelier du Reich, mais que les deux précédents chanceliers, le docteur Brüning et M. Franz von Papen, avaient été mis au courant et qu'eux aussi étaient très favorables à la réunion de cette commission. Cependant, deux faits imprévus quelques jours plus tôt, dit d'Ormesson, nous plaçaient les uns et les autres dans une situation désagréable et ils prouvaient à quel point les conjectures parlementaires étaient malsaines dans un pays mais aussi dans l'autre, en France comme en Allemagne. D'abord, le ministère Paul Boncourt est renversé. Évidemment, ça ne facilite pas, ça ne renforce pas la position des négociateurs. C'est la fin du cartel des gauches en France. On ne va pas entrer dans cette histoire. Paul Boncourt va néanmoins être nommé de nouveau. Il va se succéder à lui-même, si vous voulez. Mais la vraie crise, et celle qui va avoir des conséquences terribles, c'est celle qui sévit en même temps outre-Rhin. Le général von Schleicher, décidé à gouverner, ayant demandé les pleins pouvoirs au maréchal von Hindenburg, écrit Vladimir d'Ormesson, celui-ci ne les lui avait pas accordés. Schleicher s'était aussitôt démis de ses fonctions. Les premiers pronostics annonçaient soit le retour de Franz von Papen à la chancellerie, soit un gouvernement mixte Papen-Hitler. C'est sous cette double impression de malaise et d'incertitude que s'ouvrit notre première séance, celle du matin. Alors, on fait des exposés et l'on parle tout de suite de la grande question qui fâche, celle du corridor de Danzig. Alors, je ne vais pas entrer dans tous les détails d'une conversation très animée qui a évidemment occupé toute la première matinée des négociations, mais sachez en tout cas qu'il a été prévu, et ça n'a pas été facile à admettre pour les négociateurs français, il a été prévu une solution favorable à l'Allemagne à cette question du corridor de Danzig. Nous nous séparons, écrit Vladimir d'Ormesson, à 20h après cette première journée extrêmement dure et en même temps extrêmement positive puisqu'on arrive à une solution. Le lendemain, 30 janvier, nous nous retrouvons en séance dès 9h. Nous élaborons en commun un procès-verbal qui résume les positions allemandes eu égard aux divers problèmes abordés. On reparle évidemment de la question de Danzig. Je note l'embarras des Allemands devant certaines précisions que je leur demande. Parmentier et Duchemin se mettent plus facilement d'accord avec eux sur l'énoncé des questions économiques. L'heure du déjeuner sonne, nous dit Vladimir d'Ormesson. Nous nous rendons ensemble au restaurant Weber, qui se trouve rue Royale. Il faut savoir que les négociations en question se tiennent donc dans un bureau qui se trouve place de la Madeleine. À peine commencions-nous notre repas que l'on remet un télégramme à Bücher, donc un des négociateurs allemands. Il l'ouvre. Un long moment se passe. Bücher est là, le papier bleu à la main, muet comme interdit. Enfin, d'une voix grave, en nous montrant le texte qu'il vient de lire, il dit ces simples mots « Et maintenant, tout est fini ». C'était l'annonce de l'arrivée d'Adolf Hitler au pouvoir, flanqué de Hugenberg et de Franz von Papen. Nous tombâmes d'accord sur le fait qu'il devenait inutile de prolonger nos discussions. Ainsi se termina, écrit Vladimir d'Ormesson le 30 janvier 1933, l'ultime effort de bonne volonté que tentèrent quelques Français, quelques Belges, quelques Allemands et un Luxembourgeois dans la grande ombre du roi Albert Ier pour tenter de sauver la paix du sinistre naufrage hitlérien. Hitler, la naissance du mal, c'est un extrait de la BO du téléfilm canadien sur la jeunesse d'Hitler. On en parle dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand sur Europe 1. Et avec votre invité aujourd'hui sur Europe 1, François Delplaque, historien du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale, biographe français d'Hitler. Franck. Alors on va revenir sur les circonstances de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, en repartant de l'élection présidentielle de 1932 en Allemagne. Juste peut-être un mot sur ce que je viens de raconter à l'instant, François Delplaque, sur cette ultime tentative de conciliation franco-germanique au moment même où Hitler est nommé chancelier.
Il s'agit d'une manœuvre du général von Schleicher du côté allemand, et beaucoup de gens ont un certain espoir dans la tentative de Schleicher, qui a été nommé début décembre chancelier par Hindenburg, avec l'idée d'éviter une solution nazie, ou toujours ce fantasme, faire entrer les nazis au gouvernement en position seconde, en position dominée. Voilà, il y a cette réunion à Paris qui est l'une des nombreuses tentatives qu'il peut y avoir à cette époque. Sous l'égide des Belges, en l'occurrence, qui se sentent concernés au premier chef, évidemment, par un éventuel conflit franco-allemand. Oui, bien sûr, les Belges vont jusqu'au bout essayer de se tirer comme ils peuvent de leur situation entre le marteau et l'enclume. Alors, revenons donc à cette situation qui succède immédiatement à l'élection présidentielle de 1932. Le maréchal von Hindenburg, nous l'avons dit, est réélu assez confortablement. Il a quand même 84 ans à ce moment-là. Il est élu pour 7 ans. Hitler a fait 37% des voix, donc tout ça laisse entendre que l'avenir est du côté d'Hitler, évidemment. Or, Hindenburg essaie de négocier avec Hitler, il voudrait lui donner, comme vous dites, la 2e place, ce que Hitler a l'intelligence de refuser. Et finalement, Hindenburg va renvoyer le chancelier Brüning, qui avait pourtant gagné les élections, et il va nommer ce Franz von Papen. Alors ça, c'est une décision assez inattendue de la part du président Hindenburg. Oui, alors c'est une décision du général von Schleicher, qui est un militaire intrigant, qui tire les ficelles de la politique berlinoise depuis environ 1925, surtout 1930, et c'est lui qui sort de son chapeau Franz von Papen, qui était quand même un politicien connu, mais de seconde zone. Et là, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce cabinet Papen-Schleicher, puisque Schleicher s'empare du ministère de la guerre à ce moment-là, ce cabinet entre en fonction, en liaison avec Hitler, en ayant obtenu l'accord de Hitler pour le soutenir avec ses députés. Mais Hitler a posé une condition essentielle, c'est la dissolution du Reichstag. Donc il va y avoir une première dissolution au mois de juin, avec des élections le 31 juillet. Et là, les nazis confirment leur score des présidentielles, ils refont 37%, c'est là qu'ils atteignent 230 députés. Voilà. Et à ce moment-là, il y a un accord, et ça on le sait depuis assez peu, depuis la publication du journal de Goebbels, il y a un accord Hitler-Schleicher, après plusieurs journées de discussion à la campagne, le ministère est constitué, c'est un ministère Hitler, et c'est auprès d'Hindenburg que ça ne va pas passer. Et donc Hindenburg reconduit von Papen comme chancelier à ce moment-là, malgré le triomphe des nazis aux législatives. Et Hitler, alors, j'emploie l'expression minorité de blocage, il va utiliser, comme il le fait d'ailleurs avec ses 18% depuis septembre 1930, là avec ses 37%, et plus tard la légère baisse aux élections du mois de novembre, du 6 novembre à 34%. Et bien à tous les coups, il utilise cette minorité qui devient une énorme minorité comme une minorité de blocage, en refusant son concours et en faisant donc que les problèmes s'aggravent, les problèmes intérieurs économiques internationaux de l'Allemagne s'aggravent, avec la nécessité absolue de les résoudre avec une base. Quand même, il faut que le gouvernement ait une base, même s'il est autoritaire, même s'il se fiche un peu du Parlement, même si le Reichstag est de moins en moins réuni, il faut quand même une base populaire, et Hitler refuse cette base populaire, et d'autre part, les gouvernants sont quand même très à droite, et c'est eux qui refusent de gouverner avec la gauche. Donc, il n'y a pas de solution. Il y a un vrai blocage en fait. Alors après cette deuxième élection législative, le président Hindenburg nomme Schleicher, donc, et cette fois il est obligé, il n'a plus le choix, en quelque sorte. Oui, donc c'est la dernière solution, c'est von Schleicher, et il faut donc raconter cette histoire du point de vue des nazis, du point de vue des vainqueurs. On l'a raconté jusqu'ici pendant 80 ans du point de vue des vaincus, en disant ils se sont pris les pieds dans le tapis. Il y a quand même un vainqueur qui a pas mal manœuvré. Il serait temps d'en prendre conscience. Oui. Et donc, mais ce que vous voulez dire, et c'est là évidemment que
votre position dérange pas mal, évidemment. C'est ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas seulement le fatalisme du point de vue de ceux qui ont perdu, il y a l'habileté de ceux qui ont gagné, c'est ça? Il faut reconnaître ça, c'est ce que vous dites. Oui, j'essaie absolument. de clarifier ce que vous venez de dire, hein, pardon. Oui. Alors, c'est une habileté politique, il a un grand sens politique, on ne fait pas des scores électoraux comme ça sans avoir un énorme sens politique. Et vous parlez d'Hitler, là, bien sûr. Je parle d'Hitler. D'autre part, il a quand même quelque chose d'un peu unique dans tout le XXe siècle et peut-être dans toute l'histoire. C'est un homme politique sincère et les gens le sentent. Il est dans sa mission. Justement, le fait qu'il ait cette folie et cette mission, ça en fait un homme politique dont on sent qu'il fait pas ça par ambition, dont on sent qu'il fait pas ça pour s'enrichir. Et les gens, ils sont sensibles quand même à ça. Donc il a un certain nombre d'atouts politiques. On a parlé de son éloquence, etc. Et puis, il a quand même une forte capacité à tricher. Il triche en permanence. Et en particulier, il a des émissaires qui suivent de près. Alors, je démasque un peu le rôle d'un qui s'appelle Otto Wagner, qui est un type tout à fait méconnu et qui gagne à être connu. Ses mémoires ont été publiées en 78 et sont restées confidentielles. Il faut vraiment que ce livre soit lu et soit traduit en français. Wagner, il est déchargé de toute fonction. C'est un conseiller très proche d'Hitler qui le décharge de toute fonction dans le parti à la moitié de l'année 1932 en disant maintenant tu vas à Berlin, il était à Munich, maintenant tu vas à Berlin et tu es mon ambassadeur auprès du général von Schleicher. C'est tout à fait inconnu cette chose-là et c'est tout à fait capital. Hitler triche en permanence en contrôlant les hommes politiques importants. Mais quand vous dites c'est capital, il faut peut-être expliquer en un mot pourquoi c'est capital cette délégation. Von Schleicher est le grand tireur de ficelle de la politique allemande avec Adolf Hitler et que Adolf Hitler entretient un ambassadeur permanent auprès de lui. C'est quand même une chose à savoir. Une sorte d'émissaire direct, en fait. Mais oui. Et donc, vous pensez qu'il y a une forme d'alliance objective entre les deux ? Pas du tout. Alors il y a une alliance certaine au mois de mai, juin, juillet, quand il s'agit de dissoudre l'Assemblée et de faire monter le parti nazi comme ça. Oui, von Schleicher, il pense se servir d'Hitler, alors que c'est l'inverse. Mais d'autre part, Hitler jongle en permanence avec les trois hommes politiques principaux qui sont Brüning, Schleicher et Papen. Il passe de l'un à l'autre sans arrêt. Quand il y en a un qui perd la chancellerie, il va le consoler, le prendre dans ses bras. C'est quelque chose d'extraordinaire et de jamais raconté. Il est véritablement l'arbitre de toute la vie politique de ces années 31-32. Et donc, à partir de 33, évidemment, il va devenir le chancelier. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Un nouvel extrait de l'Ange bleu sur Europe 1, Kinder heute Haben, interprété par Marlène Dietrich. Et vous souhaitiez revenir sur les réactions nombreuses, Franck? Oui, une réaction nombreuse de nos auditeurs, ou plutôt, disons-le aujourd'hui, essentiellement de nos auditrices, car ce sont presque uniquement des messages d'auditrices. Aurélie nous dit par exemple, comment un peuple entier n'a-t-il pas réussi à se rendre compte de ce qui se tramait? La personne chez qui j'habitais moi-même en Allemagne n'a jamais pu me donner de réponse, ne comprenant pas elle-même comment sa propre mère avait pu faire confiance à cet homme et voter pour lui. Ça, c'est pour l'incompréhension générale. Et puis, les deux grandes questions qui se posent, et alors là, je résume pas mal de messages, c'est en gros, quel est le rôle des sociétés secrètes? Là, on parle beaucoup de la fameuse société de Thulé dans cette fameuse ascension. Et puis, on en parlera après, si vous voulez, François Delplat, qui a financé Hitler. Alors d'abord, le rôle d'éventuelles sociétés secrètes dans cette ascension. Oui, c'est une tarte à la crème et ça vaut pas mieux que c'est sympathique pour nos auditrices. Et cette société Thulé, c'est une branche d'un ordre germanique fondé à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est la branche munichoise. Elle est active pendant les troubles révolutionnaires de Munich à l'automne 1918. Et puis basta, c'est tout. Ça n'a pas d'importance, ça n'a pas d'intérêt. En revanche, question là très importante, on ne fait pas de campagne comme celle d'Hitler, d'autant plus qu'il faut savoir que c'était des campagnes qui se menaient notamment grâce aux avions. C'est la première fois qu'on utilise les avions dans les campagnes électorales, l'utilisation de tracts, d'affiches à très grande échelle, etc. Tout ça suppose de l'argent, et même, disons-le, beaucoup d'argent. D'où vient-il l'argent d'Hitler ? Alors, il faut s'inscrire en faux contre l'idée que c'était l'argent du patronat. C'était l'argent des cotisations, et parmi les cotisants, il y avait
quelques grands patrons, mais vraiment minoritaires. On peut citer Emil Kirdorf et Fritz Thyssen, c'est les deux plus grands. Sont toujours cités, oui. Ce sont ceux ils ont donné beaucoup d'argent, c'est vrai, mais un homme comme comme Gustav Krupp, par exemple, n'a pas du tout financé le parti nazi. Tout ça a été bien étudié sur archives avec des comptes, et le patronat va passer à la caisse après la prise du pouvoir massivement, mais pas avant. Je parlais du rôle des avions. J'ai découvert ça, pour tout vous dire, dans le documentaire de Daniel Kostel, Apocalypse Hitler. Et j'avais été frappé de voir la modernité des moyens employés par Hitler. Ça tranchait évidemment sur tout ce qui s'était fait jusqu'alors. Ça a sans doute eu son rôle aussi dans son ascension politique. Mais bien entendu, il a un grand sens de la modernité, il est passionné de techniques modernes dans tous les domaines, et il sait s'entourer, il sait se faire conseiller, et en particulier, donc, c'est à partir de la campagne présidentielle de 1932 qu'il fait plusieurs meetings par jour, jusqu'à 4 ou 5 dans des villes différentes et parfois très éloignées grâce à l'avion. Et en même temps, il a son photographe, Heinrich Hoffmann, qui fait des brochures illustrées, dont l'une s'appelle « Hitler au-dessus de l'Allemagne », avec donc des photos prises pendant ses périples aériens. C'est quelque chose de tout à fait moderne, efficace et bien fichu. Oui, l'efficacité, je crois que c'est ce qui résume toute cette affaire. Ce qui est aussi très intelligent, c'est l'habileté, la mesure, très paradoxalement, dont peut faire preuve ce psychotique, si j'en crois ce que vous nous disiez tout à l'heure, lorsqu'au moment des négociations des 28 et 29 janvier 1933, il a l'intelligence face à Hindenburg et accessoirement von Papen de ne pas trop en demander. Hindenburg se dit il va vouloir tous les ministères. Non, il demande la chancellerie et le ministère de l'Intérieur. Oui, et l'éducation aussi, je crois. Non, la chancellerie est l'intérieur uniquement. Oui. L'intérieur à la fois en Prusse pour Göring et au niveau du Reich pour Wilhelm Frick. Göring étant aussi ministre sans portefeuille. Voilà le dispositif. Ce qui veut dire que tous les départements ministériels, ou presque, sont aux mains des conservateurs et de ce même cabinet des barons qu'avait dirigé von Papen. Et par ailleurs, c'est un cabinet présidentiel, c'est-à-dire qui peut se passer du Reichstag de toute majorité parlementaire. Et donc là, apparemment et sur le papier, Hitler est coincé. Il a le titre de chancelier comme un hochet, parce que ça l'amuse, parce qu'il l'a tellement exigé qu'on finit par le lui donner, mais il est complètement coincé parce que c'est un cabinet présidentiel, c'est-à-dire qu'il légifère par décret-loi que doit contresigner le président. Et dans l'accord entre Hitler, Papen et Hindenburg, il est dit que toute entrevue entre Hitler et Hindenburg sera en présence de Papen. Oui. Qui est vice-chancelier. Donc une forme de triumvirat quasiment, au départ. C'est ce que peuvent penser les deux autres, en tout cas. Et c'est ce que peut penser l'opinion mondiale. Oui, voilà. C'est surtout ça, les grandes puissances qui avaient toute raison de ne pas tolérer la venue au pouvoir d'Hitler. D'ailleurs, la réaction de Vladimir d'Ormesson et de ses amis est tout à fait symptomatique. Il y a une réunion pour la paix, on la suspend, on l'arrête, parce que la nouvelle qu'Hitler arrive au pouvoir. Mais que n'a-t-on fait le lendemain ? Et la phrase de Goebbels, que je lisais tout à l'heure au début de cette émission, c'est-à-dire que pour les nazis, et évidemment pour Hitler dans cette affaire, il ne s'agit pas d'un aboutissement et d'une finalité. Cet accès au pouvoir n'est qu'un début, et ça a été sans doute la surprise pour toute la classe politique allemande, c'est-à-dire qu'ils sont entrés légalement